Donc, de Biden à Trump, les conséquences inattendues de cela sont stupéfiantes. Et je pense que lorsque vous essayez de reprendre tous ces prêts étudiants, en gros, toutes ces personnes ont bénéficié d'une situation très avantageuse en ce qui concerne leur score de crédit. Maintenant, on va faire revenir très rapidement toutes ces personnes. Et les conséquences inattendues de cela sont assez saisissantes. On peut le voir dans les entreprises du type « acheter maintenant, payer plus tard », n'est-ce pas? Les affirms, les upstarts et les prêteurs tertiaires, vos synchronies, vos credit acceptance. La sous-performance est très marquée par rapport aux grandes institutions financières. Donc, en résumé, oui, on observe une tendance à la hausse du risque de crédit subprime. Ce n'est pas encore aussi grave qu'en 2008, mais c'est le type de choses que nous avons mal fait en 2007. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur les développements très inquiétants du marché obligataire. Une récente adjudication d'obligations du Trésor américain a suscité une demande assez faible, ce qui a entraîné une hausse des rendements et des inquiétudes chez les investisseurs, ce qui est tout à fait compréhensible. Bien sûr, ces inquiétudes portent principalement sur la dette nationale. Les obligations ont été vendues à un taux supérieur à 5%, ce qui, évidemment, est le niveau le plus élevé depuis 2020. Le rendement à 10 ans a également grimpé en flèche. Ainsi, la faible demande combinée à d'autres facteurs comme les préoccupations liées aux risques géopolitiques, nous avons plusieurs conflits en cours sans perspective de résolution, ont contribué à ce qui semble être une vente massive d'obligations du Trésor et une incertitude générale sur le marché obligataire. À quel point êtes-vous préoccupé par le marché du Trésor américain de 29 000 milliards de dollars? Est-il vraiment en train de manquer d'acheteurs? Quelle est votre analyse de la signification des derniers événements? D'accord. Donc si vous êtes un acheteur mondial d'obligations, pensez à ce que vous avez traversé ces 6 derniers mois. Au premier trimestre de cet exercice fiscal 2025, c'est-à-dire d'octobre à décembre, donc cette année fiscale, l'équipe Biden a essentiellement augmenté les dépenses déficitaires à environ 1 000 milliards de dollars. Un peu moins, mais en seulement 3 mois. Donc, vous gérez un fonds de pension en Europe, HARP, et vous venez de voir cela. Ensuite, Trump arrive, dans la roseraie, je crois début avril, et frappe la communauté mondiale des investisseurs avec une forte augmentation d'impôts via les droits de douane. Puis il est revenu sur sa décision, puis a changé d'avis à plusieurs reprises. Et ensuite, il est dans le bureau ovale avec Elon, promettant un budget équilibré. Et puis, un mois plus tard, il se retrouve essentiellement à discuter avec le Freedom Caucus, qui est le groupe fiscal le plus conservateur de la Chambre. Et il essaie, en gros, de leur faire avaler un budget très, disons, anti-Doge, n'est-ce pas? L'exact opposé de Doge. Et puis Elon Musk quitte la Maison-Blanche cette semaine ou à peu près. Donc si vous êtes un investisseur mondial en obligations, les États-Unis ressemblent un peu plus de 5 à 10% à un pays émergent et non plus aux États-Unis d'Amérique. Et c'est bipartisan. Ils jouent avec le feu à Washington. Ce qu'ils font au Congrès, et souvenez-vous, ce ne sont pas seulement les démocrates, ce sont les démocrates et les républicains. Ce que Kevin McCarthy a fait il y a 1 an et demi, 2 ans, concernant le plafond de la dette, était embarrassant. Cela a permis à Biden d'augmenter les dépenses. Et réfléchissez-y. Nous avons connu une forte expansion budgétaire avec ce déficit au premier trimestre. Ensuite, la Fed a procédé à 100 points de base de baisse des taux. Et maintenant, il y a potentiellement un autre millier de milliards de dollars d'investissement en capital qui arrive dans l'intelligence artificielle. C'est un cocktail potentiellement mortel pour l'inflation. Les conséquences imprévues s'accumulent. Et nos députés et nos sénateurs, à la Chambre, c'est comme s'ils fumaient dans un dépôt de dynamite. Ils n'apprendront leur leçon que lorsque le marché obligataire leur donnera une bonne claque.
Et ça arrivera probablement plus tard cette année. Si vous deviez identifier les causes ou les principaux facteurs à l'origine de la vente massive d'obligations du Trésor en mai, quels seraient-ils? Eh bien, il y a eu un jour, vers le 7 ou 8 avril, où j'ai fait une vidéo sur X et elle a atteint 1 million de vues. Dans cette vidéo, j'expliquais que l'équipe de Trump comptait quelques nouvelles personnes. Howard Lutnick n'avait pas vraiment réfléchi à la question, selon moi. D'après mes clients, ce n'était pas très bien pensé. Et la formule qu'ils ont utilisée n'était probablement pas la meilleure. Nous étions assis à un dîner de hedge fund à New York et j'avais des allocateurs européens avec moi. Il y avait aussi des Canadiens, des gens qui gèrent des dizaines de milliards de dollars en obligations. Et 2 ou 3 d'entre eux ont dit qu'ils allaient tout simplement se faire licencier s'ils ne réduisaient pas leur exposition au dollar. Pour simplifier pour le public, si vous regardez les 50 dernières années, il n'y a pas beaucoup de jours où les actions baissent, les obligations baissent et le dollar baisse le même jour, n'est-ce pas? Et nous avons connu beaucoup de ces journées depuis avril, depuis la cérémonie dans la roseraie. Si vous êtes un allocateur mondial, si vous êtes un investisseur mondial en obligations, vous avez bénéficié de 30 ou 40 ans de véritable confiance solide dans les États-Unis. Cette confiance a maintenant été ébranlée. La chose la plus importante dont nous parlons dans le livre, nous avons parlé du dollar et du stress. Et je veux être très clair, nous ne disons pas que les États-Unis vont perdre leur statut de monnaie de réserve. Pas de mon vivant. Mais ce que nous disons, c'est qu'en entrant dans cette année, la planète Terre était à 2 écarts types en position longue sur le dollar, longue sur les actifs financiers. Il y a donc les actifs financiers et les actifs tangibles. Tout le monde était au maximum de sa position longue sur le dollar, ce que nous appelons 2 écarts types au-dessus de la moyenne sur 30 ans. Et ce qui se passe, c'est que les allocateurs mondiaux sont forcés de réduire leur exposition au dollar à cause de Biden, à cause de Trump. Et cela va revenir à cette moyenne sur 30 ans. En ce moment, ils sont bien au-dessus. Et cela explique pourquoi les adjudications commencent. Si vous regardez la détérioration des adjudications l'an dernier par rapport aux années précédentes, oui, il y a une détérioration massive. Il semble que l'instabilité mondiale soit désormais la nouvelle norme. Comme vous l'avez souligné, de nombreux événements se produisent et aucun ne semble très prometteur. Nos téléspectateurs aimeraient sans doute avoir votre avis sur la récente adjudication d'obligations japonaises. Je sais que la demande a également été très faible. Qu'est-ce que cela signifie pour les rendements des bons du Trésor américains et pour les perspectives économiques mondiales? D'accord, revenons donc au fonds de pension mondial. Oui, ce n'est pas seulement une affaire américaine. Les taux mondiaux ont augmenté. Pendant des décennies, le Japon a été ce que l'on appelle l'encre mondiale des rendements, n'est-ce pas? Et nous avons connu de l'inflation, de mauvaises politiques budgétaires aux États-Unis et au Japon. Et c'est le point le plus important de cette discussion. Il faut penser à la psychologie d'un investisseur obligataire. La raison pour laquelle c'est important pour les personnes qui nous regardent en ce moment, c'est que les obligations ont un impact sur votre prêt immobilier, sur votre crédit automobile. Il faut donc se rappeler que ce qui se passe sur le marché obligataire est vraiment important. Et pendant les 30 dernières années, jusqu'aux toutes dernières années, mais vraiment pendant 30 ans, 89% du temps, s'il y avait une crise dans le monde, que ce soit le Brexit ou Lehman, vos obligations à long terme pouvaient rapporter 10, 20, voire 30%. Parce que lorsque les taux d'intérêt baissent, les prix des obligations montent.
C'est très simple. Donc si vous avez par exemple une obligation à 4% et que les taux d'intérêt tombent à 1%, cette obligation à 4% sur 10 ans vaut désormais bien plus que les 100 que vous avez payés. Donc quand les taux d'intérêt baissent, les prix des obligations montent. Et pendant longtemps, les investisseurs du monde entier ont eu le luxe de se dire « D'accord, la bourse s'effondre, nous avons perdu avec Lehman ». Nous avons perdu 7 000 milliards de dollars, 7 000 milliards de dollars sur les actions. Et nous avons récupéré 3 000 milliards de dollars sur les obligations. Pendant le Covid, nous avons perdu près de 9 000 milliards de dollars sur les actions et récupéré 4 000 milliards sur les obligations. Donc, cela s'est répété encore et encore. Les obligations ont sauvé le marché boursier. Ce qui s'est passé depuis 2022, Lena, est vraiment effrayant parce que cela continue de se produire. Si l'on pense aux fortes baisses depuis 2022 sur le marché boursier, nous avons vu une baisse de 30 ans, donc 25%, 30% en 2022. Nous avons eu une baisse en août de l'année dernière. Ce n'était pas si grave, mais c'était assez intéressant. Et nous avons eu une baisse assez importante lors des derniers mois, depuis, disons, février jusqu'à avril. Dans ces trois cas, depuis 2022, le segment long, l'obligation à 30 ans, les 10 ans, 30 ans, 20 ans, et au Japon comme aux États-Unis, ne vous a pratiquement rien rapporté. Exactement. Donc ce que disent les investisseurs mondiaux, c'est « pourquoi devrais-je détenir ?» Et cela fait partie de la perte de confiance. Pourquoi devrais-je détenir une obligation à 30 ans si je ne bénéficie plus de cette protection traditionnelle contre le risque de récession ou la baisse du marché boursier? Depuis 2022, les investisseurs du monde entier perdent de l'argent à la fois sur les actions et sur les obligations. Et si l'on regarde à l'échelle mondiale, c'est justement, Lena, SOS Mepta with Dorian D. Spelling. Au final, l'essentiel, c'est le point que nous soulevons dans notre livre. Les types qui jouent avec le feu à Washington ont créé une dynamique où les États-Unis sont devenus 5 ou 10% plus semblables au Brésil. Et nos marchés commencent à réagir. Quand les actions baissent, les obligations baissent, le dollar baisse, tout cela le même jour ou la même semaine. C'est profondément choquant. Les grands allocateurs mondiaux, les gros acheteurs d'obligations sont tout simplement stupéfaits. Et ils sont en train de constituer un portefeuille en ce moment. Ils veulent posséder plus de dollars australiens. Ils veulent posséder le won coréen. Ils veulent posséder du bitcoin, du platine, du palladium, de l'or, de l'argent. Ils détiennent tout un panier d'actifs qui ne sont pas vraiment exposés au dollar parce qu'ils doivent s'endetter.